Bonjour à vous mes hockey fans, bonjour à vous mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre aperçu de la saison 2023-2024 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque au Lightning de Tampa Bay. Du côté du Lightning de Tampa Bay, écoute, ça fait drôle à dire, hein, 98 points, une saison décevante. Mais ils nous ont tellement habitués à l'excellence, le Lightning de Tampa Bay, que 98 points, à la limite, c'est un peu décevant. Puis surtout, vous allez voir, au niveau défensif, on a chuté au niveau du classement. Je pense probablement que c'est un lendemain de veille un peu tough, là, parce que là, c'est 3 années d'affilée qu'on participait à la finale de la Coupe Stanley. Deux Coupes Stanley, puis après ça, défaite contre l'Avalanche du Colorado. Fait que c'est quand même 3 années d'affilée qu'on a joué le maximum de la saison régulière, en plus du maximum de l'après-saison. Fait qu'ils ont joué énormément de hockey. Fait que là, d'avoir sorti en première ronde, un peu humiliant contre les Maple Leafs de Toronto, mais avoir sorti en première ronde, ça leur donne un moment de repos qui va faire du bien probablement à l'organisation. Par contre, un point intéressant, c'est que nos plus gros joueurs ont joué des saisons complètes et ça, c'est un luxe qu'on connaissait pas tant du côté de Tampa Bay que nos gros joueurs fassent des saisons complètes. Le point de 82 matchs. Kucherov, 82 matchs. Je blague pas. 82 matchs Kucherov et Stamkos 81 matchs, quand même il demande 76 matchs, Sergachev 79 matchs. Fait que tu sais, nos gros éléments, puis Vasilevski 60 matchs. Donc quand même nos gros éléments ont été là. Puis c'est clairement pas de la faute de Vasilevski. Le Vasilevski 60 matchs, 2,65, 915 d'efficacité. Il a connu une bonne saison hier. Par contre, en série, ça a été compliqué. 3,56, 875. Là. Ça a été un petit peu plus dur, mais je pense vraiment qu'on était à bout de souffle en séries éliminatoires, le Lightning de Tampa Bay, ce qui explique pourquoi on s'est fait sortir en 6 contre les Maple Leafs de Toronto. C'est mon point de vue, tout simplement. Alors, on revient bien évidemment avec le directeur général Julien Brisebois. Dans le cas de Julien Brisebois, on le connaît comme étant un gars qui aime jouer avec la masse salariale, n'est-ce pas? On prend notre temps aussi de bien développer les gars. Vous allez voir que nos espoirs sont quand même assez âgés. Puis même encore là, on les a pas nécessairement tous marqués. Mais les espoirs qui peuvent rentrer dans cette organisation-là, on les fait passer par Syracuse. Puis on prend le temps de les former. Là. On n'essaie pas de presser la donne pour former nos jeunes. Fait qu'il y a une belle structure au niveau de l'organisation. Puis c'est entre autres imputable anciennement à Steve Eisenman, mais là maintenant à Julien Brisebois. En termes d'entraîneur-chef, on revient avec John Cooper. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour la saison 2022-2023, eh bien, c'est 46 victoires, 30 défaites, 6 défaites en prolongation, donc 46 victoires pour 36 défaites. On joue clairement au-dessus de 500. 98 points, ce qui nous a permis de terminer au 6e rang de l'Est et au 13e rang de la Ligue nationale. On s'est fait sortir en première ronde contre les Maple Leafs de Toronto. Ah, ça fait du bien au cœur des fans du Canadien, n'est-ce pas? En tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir que l'équipe qui avait la malédiction de la première ronde sort ceux qui nous ont plantés en finale de la Coupe. Finalement, Toronto a passé la première ronde, puis c'est contre ceux qui nous ont planté en finale de la Coupe. Fait que moi, je suis heureux quand même à ce niveau-là. Solidarité canadienne, let's go. Une moyenne de but marqué de 3,41, ce qui est quand même pas mauvais. Je pense que c'est 8e dans la Ligue nationale. J'ai pas écrit, mais il me semble que c'est dans le top 10 de la Ligue nationale. 3,07, ça c'est la 14e défensive dans la Ligue nationale. 25,4 en avantage numérique, c'est la 3e meilleure avantage numérique de la Ligue nationale. 79,7 en désavantage numérique, c'est le 15e désavantage numérique. Fait que c'est ça. Défensivement, ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'est une équipe qui nous a habitués à l'excellence, le Lightning de Tampa Bay. Fait que d'être dans les milieux de peloton pour ce qui est de la moyenne de buts encaissés puis pour ce qui est du désavantage numérique, on n'est pas habitué à ça du Lightning de Tampa Bay dans les dernières années. Fait que bref, un petit peu décevant, mais pas catastrophique du tout. Le meilleur en termes de buts aura été Brandon Point. Dans son cas, à lui, 51 buts pour ce qui est de Brandon Point. C'est un sommet personnel dans sa carrière. 95 points en 82 matchs et un sommet personnel avec 51 buts aussi pour Brandon Point. Alors, une grosse saison pour lui. Le meilleur en termes de points aura été Nikita Kucherov, 113 points pour ce qui est de Kucherov. Lui, c'est même pas sa meilleure saison en carrière. C'est une bonne saison, mais c'est même pas sa meilleure. Je pense qu'il a fait 115 à un moment donné, si je ne fais pas erreur. Le meilleur défenseur, et ça fait mal au cœur des fanatiques du Canadien de Montréal, c'est Mikhail Sergachev la saison dernière. En 79 matchs, 64 points, plus 13 en termes de différentiel, plus moins pour ce qui est de Sergachev. C'est un défenseur qui est mobile, qui est capable de jouer physique, qui est capable d'apporter une touche offensive. Alors, c'est un défenseur qui est quand même relativement complet qu'on a du côté de Tampa Bay. Il reste que notre premier défenseur gauche, c'est Victor Hedman. Notre deuxième, c'est Mikhail Sergachev. Sergachev n'a pas dépassé Hedman. Mais il en reste pas moins qu'absence de Hedman, Sergachev est capable de prendre les rênes et de devenir le premier défenseur gauche de cette organisation-là. Puis il y a un côté offensif qu'on apprécie beaucoup du côté de Tampa Bay en Mikhail Sergachev. Joe Drouin est parti.
Je vous invite sur le site alacoupe.ca pour aller voir le texte de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez le Lightning de Tampa Bay. Il a retenu 3 noms et là, c'est important de mentionner que c'est les espoirs les plus proches et non les recrues. Donc, c'est écrit là, espoir, espoir. Ça veut dire que c'est des gars qui sont pas réguliers dans la LNH, mais qui pourraient crack la LNH. Puis une particularité qu'on a du côté de Tampa Bay, c'est qu'on prend le temps de former nos jeunes. Alors, on prend des fois plusieurs années. Je prends juste l'exemple ici là, de Gabriel Fortier, un espoir québécois qu'on a du côté de Tampa Bay. Dans le cas de Gabriel Fortier, il est âgé de 23 ans. C'était un choix de deuxième ronde en 2018. Tu sais, il nous avait parlé parce que d'ailleurs Gabriel est déjà venu sur le podcast à la coupe. C'est un avant du Crunch de Syracuse qui est disponible sur YouTube. YouTube.com à la coupe, le podcast avec Gabriel Fortier. Lui, il nous avait expliqué, c'est ça, c'est que l'organisation le rencontre, puis il explique, bon gars, t'as telle chose que tu devrais modifier au niveau de ton style de jeu, que tu devrais améliorer au niveau de ton style de jeu. Fait qu'on est patient avec nos espoirs, puis on prend le temps de les former. Puis du côté du Crunch de Syracuse, on est quand même assez comment je dirais, on est très professionnel. Il y a des équipes de Ligue américaine qui sont un peu plus laissées aller, alors que du côté du Crunch de Syracuse, on est vraiment très professionnel. On forme nos jeunes pour qu'ils fassent la LNH. Puis la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur cet aspect-là du développement du côté de Tampa Bay, c'est parce qu'on sait, hein, ils n'ont pas repêché très très haut dans les dernières années. C'est une équipe qui performe. Donc c'est ce qui fait que leur repêchage étant un peu plus bas, mais à ce moment-là, on n'a pas nécessairement les espoirs avec les talents, disons, les plus recherchés. On va dire ça comme ça. Les talents les plus recherchés, on va chercher des diamants qui sont un peu plus à travailler, mais on prend notre temps de bien les travailler du côté de Tampa Bay. Puis ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui nous amène à notre premier joueur, qui est Darren Radish, un défenseur de 27 ans, non repêché, mais qui n'est pas régulier à l'NH dans le cas de Radish, qui pourrait très bien faire le saut sur une base régulière cette saison du côté de Tampa Bay. La saison dernière, au niveau de la Ligue américaine, Radish, c'est 50 matchs, 13 buts, 38 passes, 51 points, plus d'un point par match. On parle d'un défenseur ici qui aime le jeu physique et qui apporte une touche offensive intéressante. On pourrait le voir sur la troisième paire dès cette année. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale l'année passée, 17 matchs, 3 points pour ce qui est de Radish. Également, on pourrait peut-être le voir en cas de blessure s'il y a, parce que là, je ne sais pas comment on va s'organiser du côté de Tampa Bay avec la situation des gardiens de but, là. Mais on a le jeune espoir ici, Hugo Alnefelt. C'est un gardien de but de 22 ans, choix de troisième ronde en 2019. Dans le cas de Alnefelt, lui, il a joué au niveau de la Ligue américaine l'année passée, mais la situation, on va en parler plus tard, la situation des gardiens est assez nébuleuse du côté de Tampa Bay. Et en termes de troisième espoir, on va y aller avec Isaac Howard. C'est un ailier gauche de 19 ans, choix de première ronde en 2022. Alors, pour plus de détails sur ces espoirs-là, je vous invite sur le site alacoupe.ca, sur le texte de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez le Lightning de Tampa Bay. Également, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour télécharger la toute première édition du magazine pré-saison LNH à la coupe, disponible en un clic de téléchargement gratuit. Vous avez le survol des 32 organisations avec les espoirs les plus proches de la LNH pour les 32 organisations. Tout ça disponible en un seul clic sur le site alacoupe.ca, le magazine pré-saison à la coupe, pré-saison LNH à la coupe, première édition. C'est disponible dès maintenant. Maintenant, on va y aller du côté de mon alignement. Bon, ça, c'est un alignement qui est proposé. Dans le cas de ma première ligne, j'ai décidé d'y aller dans la continuité. Donc, c'est une ligne qu'on a vue à la fréquence de 12,6% la saison dernière. Pour les attaquants, 12,6%, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est une ligne qui est revenue quand même très souvent. On parle ici de Brandon Engel. Dans son cas à lui, Brandon Engel, c'est 64 points en 81 matchs la saison dernière pour ce qui est de Engel. C'est un sommet personnel au niveau des buts, des assists ainsi que des points. 30 buts, 34 passes et 64 points pour Brandon Engel. Alors, je le fais jouer avec Braden Point, 95 points en 82 matchs, j'ai dit tantôt, mais pour lui, c'est un sommet personnel en termes de points et de buts. Braden Point la saison dernière, donc une excellente production offensive dans son cas. Et Kucherov, 113 points en 82 matchs. Bah, tu as deux joueurs qui peuvent le faire produire sans aucun problème. Donc, bref, c'est une ligne qui a bien fonctionné la saison dernière. On va revenir avec cette ligne-là. Maintenant, j'ai décidé de mettre Steven Stamkos sur ma deuxième ligne parce que je veux avoir quand même une petite variété au niveau de ma production offensive. Stamkos, 84 points en 81 matchs la saison dernière. C'est un joueur qui est toujours menaçant, bon capitaine de ce côté-là. Que je fais jouer avec Anthony Cirelli. Dans son cas, à lui, c'est 29 points en 58 matchs. Évidemment, saison complète, il y aurait des meilleures statistiques offensives. C'est un gars qui est capable d'avoir des statistiques offensives intéressantes. Puis de jouer avec Stamkos va
l'aider au niveau de la production offensive. Et Connor Cherry, qui lui nous arrive du côté des Capitals de Washington, 37 points en 82 matchs chez les Caps la saison dernière. C'est un gars qui pourrait avoir ses statistiques offensives augmentées s'il joue dans le top 6 du Lightning de Tampa Bay. En termes de troisième ligne, cette fois-ci, j'y vais avec le Québécois Alex Barré-Boulet. Pour sa part, il a joué un seul match au niveau de la Ligue nationale. Le petit attaquant très dynamique québécois avec 84 points en 69 matchs du côté de Syracuse la saison dernière. Alors, il a connu une excellente saison au niveau de la production offensive du côté de la Ligue américaine. C'est un gars qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale dès cette année et je préfère le voir au moins sur la troisième ligne, peut-être même sur la deuxième, vu que c'est un joueur qui est très porté à l'attaque pour ce qui est d'Alex Barré-Boulet. Que je vais jouer avec Nick Paul, 32 points en 80 matchs la saison dernière du côté de Tampa Bay. Et Tanner Janot, 18 points en 78 matchs la saison dernière. Dans le cas de Janot, évidemment, c'est un joueur d'énergie qui est capable de dropper les gants. On n'a pas peur pour ce qui est de Tanner Janot. En termes de quatrième ligne, j'y vais avec Tyler Mott qui nous arrive des Rangers de New York. Essentiellement un joueur de profondeur, 19 points en 62 matchs la saison dernière. Luke Glendeling est au centre de mon quatrième trio avec 6 points en 70 matchs. Un joueur essentiellement défensif, un joueur d'expérience, il a 34 ans. Lui, il jouait du côté de Dallas la saison dernière, sinon on l'a beaucoup connu du côté des Red Wings de Détroit pour ce qui est de Glendeling. Donc c'est un joueur de centre essentiellement défensif. Et on a Eyssimont, 15 points en 54 matchs du côté de Tampa Bay pour ce qui est de Eyssimont. J'ai pas mis de scratch, je voulais mettre Logan Brown, mais je pense qu'il est blessé, fait que je sais même pas s'il va être là pour le début de la saison. Fait que bref, j'ai pas de scratch au niveau de l'attaque. Mon intention était de mettre Logan Brown en termes de scratch. Bon, maintenant au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, c'était pas nécessairement le pairing le plus fréquent qu'on a vu, mais c'était quand même un pairing qu'on a vu à plusieurs reprises du côté de Tampa Bay. Je mets donc mon premier défenseur gauche, Victor Hedman, 49 points, 76 matchs la saison dernière. Une saison un peu décevante pour le grand défenseur Hedman. C'est un gars qui est capable d'aller chercher le 1 point par match. On sait, il y a un côté, il y a une vision du jeu qui est tellement intéressante. Il y a un jeu qui est capable d'être physique, il patine bien, il est fluide dans son coup de patin. Bref, c'est un défenseur qui est très complet, mais 49 points, c'est assez décevant pour ce qui est du défenseur vétéran de 32 ans. Que je fais jouer ici avec Purby. Dans son cas, lui, il est âgé de seulement 25 ans, 20 points en 69 matchs la saison dernière. Donc, il a été utilisé quand même à quelques reprises avec Edmond. Puis, ben, c'est bon d'avoir un gars mi-vingtaine qui va jouer avec un gars qui a autant d'expérience et de leadership que Victor Hedman. Je pense que c'est un très beau mix qu'on a en termes de première page. J'ai hésité pendant un bout de temps, mais comme on a semblé utiliser et bien aimé d'utiliser le pairing Sergachev et Cernak du côté de Tampa Bay, ben, moi, j'ai décidé de rester avec Sergachev et Cernak, les deux ensemble. That's it. Donc, j'ai pas opté de mettre Cernak sur le premier pairing et pourtant Cernak, on s'entend, 19 minutes peut-être. Il était beaucoup utilisé. Il était vraiment beaucoup utilisé la saison dernière. Mais il faut dire qu'il y a eu un départ, je pense que c'est Ian Cole, si je ne fais pas erreur, il y a eu un départ, un défenseur important qui est parti pendant l'entre-saison. En tout cas. Maintenant, en termes de deuxième pairing, j'y vais avec l'ancien du Canadien de Montréal, Mikhail Sergachev, 64 points en 79 matchs la saison dernière, une excellente saison. C'est un gars qui est capable d'être offensif, qui est capable de jouer physique aussi. Donc un défenseur quand même très complet, mais qui va jouer quand même en arrière de Victor Hedman. Et du côté de la défensive, du côté droit, je vais mettre Cernak, lui c'est 16 points en 70 matchs la saison dernière, donc un défenseur quand même solide défensivement. En termes de troisième pairing, on va y aller avec Kelvin Danahan. Dans son cas, lui, il évoluait du côté de la Caroline la saison dernière. 12 points en 53 matchs pour Danahan. Et sinon, on a Darren Radish, que je vous ai parlé tantôt, un défenseur de 27 ans, qui a joué quand même 17 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière. Lors de son rappel, il a fait 3 points en 17 matchs. En termes de scratch, j'y vais avec Bogosian et Aiden Fleury, qu'on a connu du côté de Montréal, qui avait été réclamé par le Kraken de Seattle. Bon, les gardiens. Là, du côté des gardiens, Vasilevski, s'il n'est pas il est l'un des, mais on pourrait dire qu'il est le meilleur gardien de la LNH en ce moment. Bon, c'est débattable. Vous pouvez avoir votre meilleur, mais assurément, il fait partie des tops. Ça, c'est sûr et certain. Et là, Vasilevski, il est blessé, il n'est pas là pour commencer la saison. Fait que là, moi, j'ai vu une absence de peut-être 2 mois. Ça fait mal, ça. Puis, la saison dernière, on avait Brian Elliott. Bon, il n'est pas de retour, Brian Elliott, et anyways, ça n'aurait pas pu être un partant. On oublie ça. Ça ne peut pas être un partant. Et c'est là où ça devient un peu fou du côté de Tampa Bay, c'est qu'on va essayer des choses en termes de gardien de but. Déjà, on avait de la difficulté au niveau défensif. Ça ne va pas aider la perte de Vasilevski. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on essaye des choses. On va y aller avec un nouveau venu qui, lui, nous arrive du Colorado. Et j'entends ici Johansson.
Johansson a joué un total de 3 matchs avec l'Avalanche Colorado la saison dernière, 2,10 de moyenne, 932 d'efficacité. C'est excellent, mais on s'entend, il jouait quand même avec l'Avalanche Colorado. Pour ce qui est de Johansson, il a évolué un petit peu plus dans la Ligue américaine. 26 matchs, 2,33, 920 d'efficacité. Il a bien fait. Mais est-ce qu'il a bien fait au point de dire c'est un partant LNH? J'ai mis un doute. On parle d'un gardien de but quand même de 28 ans, au moins c'est un gars qui a de l'expérience, là. Mais en tout cas, c'est un pari qu'on prend du côté de Tampa Bay, un gars qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine la saison dernière, comme peut-être potentiellement partant, puis je dis bien peut-être potentiellement partant, parce que là, vous allez voir par après, j'y vais avec Tompkins. Ça, c'est un gardien de but canadien pour sa part, 29 ans pour ce qui est de Tompkins. Lui a évolué au niveau de la SHL, donc la Ligue d'élite en Suède la saison dernière. 32 matchs, 2,52, 911 d'efficacité. Comment il va s'adapter au style de jeu nord-américain? Tu sais, oui, il a déjà joué en Amérique du Nord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il jouait professionnel en Europe. Alors là, c'est une réalité qui va être différente. Le jeu il est plus rapide dans la LNH que dans la SHL. Fait que, tu sais, est-ce que lui qui a eu 3 matchs dans la LNH la saison dernière va être comme plus outillé pour être un partant? Ah, je sais pas. Je sais vraiment pas. Fait qu'au moment de tourner, je sais pas du tout ça va être quoi la situation des gardiens de but en début de saison, mais c'est un gros point d'interrogation qu'on a du côté de Tampa Bay, la situation des gardiens de but. Fait que peut-être est-ce que Tompkins pourrait. SHL, c'est quand même un bon niveau. C'est pas le niveau de la KHL, mais c'est quand même un bon niveau. Bon, en tout cas, peut-être. Et puis sinon, ben, on a l'espoir que je vous ai parlé tantôt, là, Hugo Al Nelfeld. Al Nelfeld, dans son cas à lui, a évolué essentiellement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. 33 matchs, 2,77 en termes de moyenne et 904 en termes d'efficacité. Mais c'est un jeune qu'on veut prendre le temps de développer du côté de Tampa Bay. Fait que je pense pas qu'on va le brusquer puis qu'on va le mettre tout de suite dans la LNH. Ce qui nous amène donc à où on voit qui c'est sûr que dans le cas de Vasilevski, il ne sera pas absent toute la saison. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Puis il y a peut-être un move qui va être fait d'ici le début de la saison. Peut-être qu'on va signer un gars, je sais pas, peut-être qu'on va faire une transaction pour un gardien. Donc bref, il y a peut-être quelque chose qui va se donner. Tampa Bay reste quand même une organisation qui est une organisation qui a des méchants canons dans cette équipe-là. John Cooper est un entraîneur qui est capable de resserrer cette défensive-là. Fait que moi, je pense que je vais les laisser à peu près à la même position, c'est-à-dire une équipe qui court pour une place en série, parce que la situation des gardiens me fait excessivement peur. Mais je pense que c'est une équipe qui a le potentiel d'être confortable en séries éliminatoires parce que Stamkos, Point, Kucherov, c'est tous des gars qui reviennent. Edman, Sergachev, Edman, là, il va vouloir se prouver. Là. C'est des gars qui sont encore là, puis c'est des gars qui sont capables de livrer la marchandise du côté de Tampa Bay. Fait que vraiment, c'est la position des gardiens de but qui me laisse hyper inconfortable. C'est la raison pour laquelle moi je vais dire le Lightning de Tampa Bay va être une équipe qui va courir pour une place en série. Mais en échange de quoi, je pense que c'est une équipe qui a le potentiel d'être confortable en série si on resserre le jeu pour aider nos gardiens ou si on trouve une solution meilleure que. Mais remarque, ça va peut-être être des révélations, ces gars-là. On ne sait pas. Alors, d'après vous, le Lightning de Tampa Bay, est-ce que c'est une équipe qui va avoir de la difficulté à se qualifier en série? Est-ce qu'ils sont confortables en série? Peut-être qu'ils vont manquer des séries d'après vous. Alors, faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de donner un petit like sur cette vidéo-là ainsi que de la partager parce que plus qu'on est dans Hockey Fan pour jaser est meilleur que c'est. On s'abonne à ma chaîne YouTube et on active la petite cloche puisqu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2023-2024 de la LNH. Il nous reste Toronto, Vancouver, Vegas, Washington et Winnipeg. Alors, soyez là, activez la petite cloche. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo, on se revoit très bientôt.